Notre époque contemporaine est littéralement obsédée par l'optimisation du corps. On calcule notre sommeil, on millimètre la moindre de nos calories, on cherche vraiment la performance biologique parfaite. Mais, fait fascinant, Friedrich Nietzsche avait déjà observé ce rapport au vivant il y a plus d'un siècle, et à travers une lentille complètement différente. Bienvenue dans ce grand décryptage. Absolument, Audrey-Anne, et c'est exactement là que l'œuvre magistrale de la philosophe Barbara Stiegler, qui s'intitule Nietzsche et la critique de la chair, entre en jeu pour venir bousculer tout ce qu'on pensait savoir. Parce que soyons honnêtes, la culture populaire dépeint souvent Nietzsche comme le philosophe d'une affirmation un peu aveugle de la vie, le gars qui dirait un grand oui sans aucune limite à l'instinct pur. Mais Stiegler nous démontre, avec une rigueur implacable, qu'il n'est pas du tout cet adulateur béat du biologique. Au contraire, il en est l'architecte extrêmement exigeant. Il propose en fait ce qu'elle appelle la toute première critique de la chair. Et c'est une nuance qui change absolument tout. On se retrouve littéralement devant un tribunal impitoyable de la corporéité. C'est une lecture qui demande beaucoup de minutie parce qu'elle s'attaque de front à des contresens historiques majeurs. Donc, aujourd'hui, on va décortiquer cette thèse de bout en bout, étape par étape, en ralentissant sur chaque concept pour vraiment saisir comment cette philosophie repense fondamentalement le vivant. Voici donc notre plan de match pour cette analyse. On va passer à travers 5 grandes étapes. Premièrement, la critique de la chair. Ensuite, on verra Dionysos et Apollon, puis Dionysos et Ariane. On abordera le choc entre Dionysos et le Christ pour finalement terminer sur la nécessité d'organiser les conditions. Alors, plongeons tout de suite dans votre première grande partie, la critique de la chair ou comment redéfinir le corps. Pour ouvrir ce débat, il faut d'abord adresser une erreur monumentale que Barbara Stiegler souligne avec brio. Et c'est une erreur commise par nul autre que Martin Heidegger. En gros, Heidegger affirmait qu'en mettant le corps à la place de l'âme, Nietzsche avait tout simplement pris la subjectivité de Descartes, le fameux sujet souverain, et l'avait juste injecté dans le corps physique. Bref, que le corps devenait un nouveau tyran absolu. Mais attends, c'est super important ce que tu dis là parce que c'est passé complètement à côté du projet de Nietzsche. Nietzsche dit jamais, au grand jamais, le corps a toujours raison. Il instaure plutôt une critique sous des conditions très strictes. Et pour bien comprendre ça, il faut asseoir une distinction de vocabulaire allemand qui est littéralement intraduisible en français. Le Körper face au Leib. Le Körper, c'est vraiment le corps inerte, l'objet mesurable de la biologie ou de la physique. Oui, pour donner un exemple concret du quotidien, le Körper, c'est le bras cassé tel qu'on le voit froidement sur la radiographie du médecin. C'est de la pure mécanique, un assemblage d'os. Mais le Leib, la chair vécue dans Pan Nietzsche, c'est la douleur fulgurante qu'on ressent. C'est la panique soudaine de ne plus pouvoir utiliser ce bras. C'est la chair qui vit l'événement de l'intérieur, qui est vulnérable, qui est affectable. Donc, la critique de Nietzsche, c'est pas du tout l'étude d'un système digestif dans un laboratoire, mais c'est vraiment l'évaluation de notre manière intime et sensible d'absorber le monde. C'est d'ailleurs ce qui permet à Stiegler de dresser un parallèle super audacieux avec Emmanuel Kant et sa fameuse critique de la raison pure. Kant, lui, cherchait à régler une crise des facultés cognitives. Il avait besoin de trouver des critères fiables pour la connaissance humaine. Mais Nietzsche, lui, déplace complètement cette urgence. Et ça, c'est un véritable séisme dans l'histoire des idées. On passe d'un problème abstrait qui se passe dans le cerveau à une urgence brûlante de la chair vibrante. La crise n'est plus épistémologique, elle devient physiologique. En fait, il ne s'agit plus de juger la raison, mais de juger la chair vécue face à un défi colossal. Ce que Nietzsche appelle l'excès du flux dionysiaque. La philosophie doit maintenant se demander, mais comment on survit, concrètement, à l'excès ? Comment notre chair s'organise face au chaos de la réalité pour ne pas tout simplement en mourir ? Ce qui nous amène naturellement à notre deuxième partie, Dionysos et Apollon, les origines tragiques. Pour vraiment comprendre ce fameux flux, Stiegler nous ramène au texte La naissance de la tragédie. C'est là que se rencontrent les forces fondamentales qui gouvernent notre chair. Observons un peu la symbolique visuelle ici. Dionysos, d'un côté, c'est l'excès absolu. C'est le flux continu de la vie sans aucune identité fixe. Pour rendre ça un peu moins abstrait, on pourrait imaginer une analogie sensorielle. Si une conscience humaine est exposée simultanément à toutes les ondes radio existantes, à toutes les lumières du spectre, à toutes les émotions du monde, à la seconde même, c'est ça le Dionysos pur. Le cerveau et la chair exploseraient instantanément. C'est tout simplement invivable. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que la survie exige l'intervention d'Apollon. Apollon, c'est notre filtre de survie. C'est la force qui vient créer de la limite, de la représentation, de la discontinuité. La chair, pour éviter de se désintégrer, doit obligatoirement accoupler ces deux forces. Elle doit absorber l'énergie vitale brute de Dionysos, mais elle doit absolument utiliser Apollon pour la canaliser. Et c'est précisément ça la dualité de l'expérience tragique. Cet excès continu qui menace de nous engloutir d'un bord face à la nécessité vitale de bâtir des frontières de l'autre. L'union de ces deux forces, c'est ça la tragédie.
Par contre, le texte précise un point super important. Cette synthèse-là est d'une immense fragilité. Elle demande un effort perpétuel. C'est un peu comparable au fonctionnement d'un système immunitaire qui doit constamment interagir avec des pathogènes inconnus sans s'autodétruire. Ou bien imaginez un immense château de sable qu'il faut consolider seconde après seconde face à la marée montante. La chair ne se repose jamais. Elle est toujours au travail pour maintenir cette fragile architecture. Poursuivons avec la troisième partie, Dionysos et Ariane, l'incorporation du flux. Ici, on laisse un peu Apollon de côté pour voir émerger la figure d'Ariane. Dans l'analyse de Stigler, Ariane représente la chair humaine spécifique, celle qui est apte à recevoir ce fameux flux. Et l'action centrale ici, le cœur du processus, c'est l'incorporation ou l'Einverleibung en allemand, c'est-à-dire faire entrer dans le Leib, intégrer dans la chair vécue. Et il faut savoir que Nietzsche fait pas juste de la poésie ici, il s'inspire de la vraie biologie cellulaire, notamment des travaux de l'embryologiste Wilhelm Roux. L'incorporation, c'est un processus en 3 temps. D'abord, il y a la vulnérabilité extrême. La chair s'expose à ce qui lui est étranger. Ensuite, l'assimilation cellulaire active. La chair digère et transforme cette étrangeté. Et finalement, l'organisation par la mémoire. Mais attention, la mémoire, pour Nietzsche, c'est pas du tout un disque dur d'ordinateur où on stocke des fichiers. C'est un processus biologique de cicatrisation. C'est une assimilation hyper douloureuse où la chair enregistre toutes ses luttes de survie. Et ça nous amène directement à l'idée incontournable de l'éternel retour, qui est brillamment résumée par cette citation percutante de Zarathustra, transformer tout « c'était » en un « je le voulais ainsi ». Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement au niveau de notre chair? En fait, ça signifie l'exigence suprême de l'incorporation. C'est loin d'être de la résignation passive. C'est plutôt l'équivalent psychologique et corporel de regarder la pire épreuve d'une vie, le traumatisme le plus lourd, et de réussir par un travail titanesque d'assimilation à dire « si c'était à refaire pour forger la personne que je suis devenue aujourd'hui, je signerais à nouveau ». La chair supérieure d'Ariane ne recrache rien. Elle digère l'entièreté de son passé pour s'en faire une force. Là-dessus, il faut vraiment s'arrêter parce que Stigler vient tordre le cou au pire cliché qui existe sur Nietzsche. La volonté de puissance. Quel soulagement de pouvoir enfin clarifier ça. La volonté de puissance n'a strictement rien à voir avec un tyran politique qui écraserait les autres, ni avec une espèce de conscience super lucide qui dirigerait son corps comme un capitaine aux commandes d'un navire. Absolument pas. C'est même l'inverse d'une souveraineté magique qu'on aurait à la naissance. La volonté de puissance, c'est l'activité interne, lente et acharnée de la chair. C'est le travail complètement invisible d'un organisme qui parvient, à travers la douleur, à hiérarchiser une multitude de pulsions concurrentes et chaotiques à l'intérieur de lui-même pour se créer une mémoire cohérente. La puissance, au fond, c'est cette force d'assimilation silencieuse face à la pluralité et pas du tout une domination extérieure. Ce qui nous fait entrer dans notre quatrième partie, Dionysos et le Christ, la fameuse transvaluation. On touche ici au point d'incandescence de l'ouvrage. C'est la rencontre frontale entre l'idéal dionysiaque et l'idéal chrétien, particulièrement celui qui a été forgé par l'apôtre Paul. Précisons d'emblée qu'on explore ici la stricte grille de lecture nietzschéenne, telle qu'analysée pour Stigler, sans prendre parti. Dans cette optique-là, l'idéal dionysiaque exige de la chair d'être prudente. Il faut savoir aménager sa vie temporelle et accepter la souffrance qui est inhérente au flux. Et à l'opposé de ça, dans l'analyse de Nietzsche, saint Paul introduit ce qu'il catégorise comme un poison fondamental, le ressentiment envers la chair. Toujours selon cette lecture, l'idéal chrétien promet un salut complètement désincarné, une vie éternelle sans aucune souffrance. Et pire encore, il prêche la destruction de la prudence matérielle. Le fait de savoir s'alimenter, s'adapter, survivre dans le monde matériel, c'est perçu comme une vanité mondaine face à la promesse de l'éternité. C'est une négation pure et simple des conditions physiologiques. Et c'est ça qui déclenche la fameuse transvaluation des valeurs. Dionysos se dresse littéralement comme le tribunal devant lequel toutes les chairs sont jugées. Et ce tribunal évalue très spécifiquement les fictions que la chair s'invente. Parce que la philosophie devient ici médicale. Nietzsche observait ça un peu comme un médecin en train de poser un diagnostic. Une chair épuisée, qui n'arrive tout simplement plus à incorporer le flux, va chercher à fuir. Elle va s'inventer un arrière-monde parfait, un au-delà sans aucune douleur, pour se venger d'un monde réel qu'elle n'est plus capable d'affronter. Et c'est ça, le ressentiment. La transvaluation expose cette mécanique. L'espoir métaphysique d'un salut sans corps n'est au fond que le symptôme clinique d'une chair profondément malade. Et on arrive finalement à notre cinquième et dernière partie, la grande politique, organiser les conditions. Après ce diagnostic assez radical, Nietzsche ne s'arrête heureusement pas à la destruction. Stigler montre très bien que tout ce cheminement débouche sur un impératif d'action massif, qu'il appelle la grande politique. Mais attention, on ne parle pas du tout ici d'élections gouvernementales ou de frontières étatiques. Non, c'est vraiment une politique thérapeutique et matérielle.
Organiser les conditions, ça englobe des réalités de tous les jours très palpables. C'est la manière dont on bâtit nos villes et notre architecture pour affecter nos corps. C'est la réflexion sur ce qu'on met concrètement dans nos assiettes pour nourrir notre physiologie. C'est aussi la manière dont on éduque un enfant face à l'échec et à la douleur. La grande politique, c'est l'aménagement méthodique de tout ce qui touche notre sensibilité pour que la chair puisse rester ouverte au chaos sans avoir besoin de fuir dans des illusions. Ce qui amène l'ouvrage à poser cette ultime question, franchement vertigineuse. Quelles sont les conditions pour qu'il y ait encore des chairs capables de recevoir le flux en l'aimant? C'est la démonstration éclatante que l'affirmation de la vie exige un travail colossal. Dire oui au monde, c'est pas juste un élan spontané, c'est l'aboutissement d'une préparation méthodique, d'une capacité à organiser sa propre résistance matérielle et émotionnelle. Barbara Stiegler nous offre ici une grille d'analyse absolument magistrale qui révèle l'exigence clinique et politique de la pensée nietzschéenne. Il nous reste plus qu'à laisser cette profonde interrogation habiter nos esprits. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce décryptage.